le leader suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a appelé à attaquer Israël lors des funérailles du leader du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran après sa mort survenue en Iran, où il assistait à la cérémonie d'investiture du nouveau président. L'Iran a attribué l'attaque à Israël, qualifiant l'acte de terroriste. Par l'intermédiaire du secrétaire d'État Anthony Blinken, les États-Unis ont déclaré qu'ils n'étaient ni impliqués ni informés et ont appelé à un cessez-le-feu à Gaza. Blinken a également exhorté à éviter une escalade de la situation. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une réunion d'urgence à la demande de l'Iran pour discuter de la mort de Haniyeh, où l'envoyé de Téhéran, Amir Saïd Iravani, a demandé aux membres de prendre des mesures immédiates pour garantir la responsabilité pour ces violations du droit international. La mort de Haniyeh a suscité des craintes quant à une aggravation de la situation dans la région, les tensions étant constamment élevées depuis le début du conflit à Gaza. Il a été tué alors que Washington exerce des pressions pour convaincre le Hamas et Israël de convenir d'un cessez-le-feu temporaire et d'un accord pour la libération des otages détenus à Gaza. Des responsables de haut niveau des États-Unis, d'Israël, du Qatar et d'Égypte sont impliqués dans les dernières négociations pour parvenir à un accord. Haniyeh est devenu le chef politique du Hamas en 2017 et a vécu dans la bande de Gaza jusqu'en 2019, date à laquelle il a déménagé en exil au Qatar. Bonsoir tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver ce soir pour cette énième chronique hebdomadaire avec Monsieur Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Très bien, merci Monsieur Cohen. Alors comme on le sait et on l'a vu, Oui, l'actualité est très mouvementée ces derniers jours. Et bien oui, sûr, elle est assez chaude, oui. et bien sûr, on va essayer de la commenter et voir un petit peu votre analyse à vous. Mais avant de vous donner la parole, je salue tout le monde sur toutes les plateformes, donc TikTok, Twitter et bien sûr toutes les autres plateformes. Je vais vous mettre le lien pour pouvoir monter avec nous sur YouTube et sur Twitter ou sur TikTok, vous savez comment faire. N'hésitez pas à demander la parole, je vous la donnerai. Voilà, Monsieur Cohen, avant de vous redonner bien sûr la parole, hier j'ai fait un live avec notre ami Aïssa qui a décrypté un petit peu et qui nous a donné un petit peu son analyse sur la situation. Et Oui, j'avais diffusé cette vidéo que je vais rediffuser ce soir. C'est concernant donc Ismaël Haniyeh qui était le chef du Hamas. Donc pour situer et pour comprendre qui était vraiment Ismaël Haniyeh, je remets cette courte vidéo. Au Proche-Orient, la mort d'Ismaël Haniyeh, chef du Hamas, intervient à un moment fort des négociations pour un cessez-le-feu dans les territoires assiégés de la bande de Gaza. Ismaël Haniyeh était le chef du bureau politique du groupe militant palestinien, auteur de l'attaque du 7 octobre 2023 sur Israël. Celui qui vivait en exil depuis plusieurs années entre le Qatar et la Turquie était depuis lors la cible numéro 1 des services israéliens. Né dans une famille de réfugiés Ashkelon dans le nord de Gaza, Ismaël Haniyeh débute ses activités militantes au sein de la branche étudiante des Frères musulmans à l'Université islamique de Gaza, berceau du Hamas, avant d'intégrer l'Union des étudiants de l'Université islamique en 1983 et 1984. Militant des premières heures du Hamas lors de la première intifada, cette révolte des Palestiniens contre Israël en territoire occupé, Ismaël Haniyeh a été emprisonné à plusieurs reprises par Israël et expulsé pour 6 mois vers le sud du Liban. En 2006, l'homme âgé alors de 43 ans devient Premier ministre de l'autorité palestinienne. Sous sa direction éclate une guerre civile entre le Hamas et cette autorité. Il avait d'abord été excommunié par la force de la bande de Gaza en 2007 par le Hamas, dont il sera nommé 10 ans plus tard chef du bureau politique pour succéder à Khaled Meshaal en exil au Qatar. Voilà, Monsieur Cohen, je vous donne la parole. oui, non, ce qui m'a frappé au début de cette vidéo, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Haniyeh était très jeune, c'est-à-dire que le Cheikh Yassine était encore vivant.
je ne sais pas si vous avez remarqué le religieux qui était sur un fauteuil roulant et qui a été assassiné par les Israéliens alors qu'il était vraiment, enfin c'est un vieillard sur un fauteuil roulant. Ça veut dire que, enfin, ce que je veux dire, c'est que par là, c'est que les assassinats sont la marque de fabrique du terrorisme israélien. Voilà. Ils ont toujours assassiné, et pas nécessairement des gens dangereux, enfin militairement parlant, mais des gens qui pourraient avoir de l'influence. Par exemple, en 1985, ils avaient assassiné à Beyrouth un Palestinien important qui s'occupait des relations avec la CIA. Au Portugal, un peu dans les années 90, ils ont assassiné un représentant diplomatique de l'OLP parce qu'il avait une importance diplomatique. Donc, en fait, les Israéliens assassinent systématiquement et régulièrement tous ceux qui pourraient leur faire de l'ombre. Et donc, cet assassinat n'est pas une surprise. La surprise vient du fait qu'il a été assassiné à Téhéran. On aurait pensé qu'il était plus ou moins en sécurité, mais avec les systèmes actuels modernes, d'abord, ils ont pu le localiser. Peut-être que ce n'était pas très difficile de le localiser. Je ne sais pas, il doit y avoir des moyens, etc. Et puis, il participait à des cérémonies officielles, il circulait. Donc, voilà, il avait peut-être un téléphone, même local. Enfin, en tout cas, je veux dire, il ne se cachait pas. Il n'était pas clandestin à Téhéran. Voilà. Et donc, il était relativement aisé pour un service comme le Mossad ou la CIA de le localiser et de préparer un attentat. Bon, en général, on estime que soit il y aurait eu un missile tiré d'un pays frontalier. On sait que l'Azerbaïdjan, bien que chiite, est un allié d'Israël. Et là où il y a des militaires israéliens du Mossad, soit j'ai lu aujourd'hui que ça pouvait aussi être un missile tiré à côté, voilà, c'est-à-dire d'un appartement loué par un agent, voilà, c'est bien possible. Il est certain que les Israéliens ont des dizaines d'agents infiltrés en Iran et sous des couvertures diverses. Ça peut être des industriels, des commerçants, des artistes, enfin je ne sais pas, voilà, des touristes. Et donc ils ont décidé de l'assassiner et probablement pour mettre un terme à toute négociation déjà, parce que bon, Ismail Haniyeh ne présentait aucun danger en fait. Mais je pense que la première, enfin il y a deux choses. La première, le premier message, c'est que on sait que Netanyahou était très opposé à tout accord sur les otages. Il fait traîner, malgré les critiques et tout. Et donc, en assassinant Ismail Haniyeh, le règlement des otages va prendre au moins un mois ou 2 ou 3. Ouais, et un cessez-le-feu. Et donc, ça permet d'éliminer cette solution pacifique, enfin en tout cas ce pas. Et deuxièmement, c'est aussi un message provocateur à l'égard du Hamas, provocateur à l'égard des Arabes, enfin des résistants, pour leur dire attention, vous n'êtes en sécurité nulle part, et une provocation de plus contre l'Iran. Voilà. C'est contre l'Iran et contre le Hezbollah parce qu'ils ont aussi assassiné un responsable du Hezbollah. Ça ne veut pas dire, enfin moi personnellement, je ne crois pas, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une guerre généralisée dans 3 jours. Voilà.
moi, personnellement, j'ai toujours l'intuition, je le répète d'ailleurs régulièrement, qu'il n'y aura pas, on est loin de confrontation générale. Quand je dis confrontation générale, ça veut dire où les pays utilisent tous leurs moyens. Voilà. C'est pas, on peut monter d'un cran. Je rappelle qu'entre le Hezbollah et Israël, il y a quasiment chaque jour, il y a des échanges de tirs, des victimes, civiles ou militaires. Israël a évacué entre 80 000 et 100 000 personnes du nord d'Israël, ce qui est énorme, c'est colossal, et ce qui est quasiment une forme de soumission au chantage du Hezbollah, c'est-à-dire c'est la première fois que les Israéliens vident un territoire de crainte des bombardements. Mais jusqu'à présent, vous savez, il y a 3 acteurs dans la région qui peuvent enclencher un conflit généralisé. Alors, je répète, entre un conflit, entre une escalade et un conflit généralisé, il y a un fossé énorme. Pour moi, un conflit généralisé, c'est-à-dire les pays mettent tout dans la balance. Voilà, il n'y a plus de retenue. Par contre, il y aura certainement une escalade, mais à mon avis, elle sera limitée. Pourquoi? Parce que depuis 9 mois que le conflit dure, les 3 acteurs qui peuvent enclencher un conflit général, c'est-à-dire Israël, le Hezbollah et l'Iran, se maintiennent à un niveau modéré, limité, volontairement limité. Voilà. Et de la part de l'Iran et du Hezbollah, il n'y a jamais eu de volonté de se lancer dans une guerre générale. Par contre, les Israéliens voudraient bien, ça les titille, voudraient bien se lancer, mais s'ils ne le font pas, c'est juste parce que ils ont la conviction que ça va leur coûter très cher. Voilà. Et probablement que les Américains leur ont dit ne comptez pas sur nous. Voilà. Probablement. Voilà. Et donc les Israéliens hésitent. Ce n'est pas le désir qui leur manque. Il y a 2-3 semaines, ça vous rappelez qu'il y a quelqu'un qui avait dit le 22 juin sera lancée une guerre contre le Liban. Voilà. Et c'était, soi-disant, le Mossad aurait rencontré les services secrets arabes des pays amis 3 jours avant et leur a dit le 22 juin, on lance. C'est possible, il est possible qu'on l'ait dit, hein, c'est pas. Mais au dernier moment, les Israéliens n'osent pas aller au bout. Ça montre qu'ils ne sont plus aussi sûrs d'eux-mêmes et qu'eux, ils connaissent la réalité. Donc, ça ne les empêche pas de commettre des assassinats ciblés. Il y aura, je ne sais pas dans quelle mesure, des représailles, on verra. Mais à mon avis, j'ai réfléchi à la question et à mon avis, j'ai l'intuition qu'elles resteront, si je suis la logique de ce qui s'est fait jusqu'à présent pendant les 9 mois, et la crainte des Israéliens est évidente, hein, de ne pas se frotter au Hezbollah de manière globale, parce que non seulement le Hezbollah est très fort, mais on ne sait jamais ce que ça peut déclencher. Voilà. C'est-à-dire que, je ne crois pas beaucoup dans la Syrie, mais on ne sait jamais. Peut-être que la Syrie voudra laver 40 ans d'humiliation et se disant, c'est le moment ou jamais, peut-être, je ne sais pas. L'Iran, probablement, je crois. Donc, les Israéliens, probablement dissuadés aussi par l'Occident, qui n'a pas envie de voir sa principale source d'énergie s'enflammer et devenir incontrôlable, incontrôlée et en danger. Et il ne faut pas oublier quand même que
la source capitale du pétrole et du gaz vient de la région. Donc, quelques bombes sur les puits de pétrole et l'Occident, et le baril de pétrole pourrait atteindre 120 ou 150 euros. Donc, vous imaginez l'affolement de l'Occident. Donc, je pense que l'Occident fait discrètement pression sur Israël pour qu'il ne s'engage pas dans une aventure dont on ne connaît pas. C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas comment ça peut tourner. Voilà. D'abord, vis-à-vis la guerre avec le Hezbollah et ce que ça peut déclencher autour. Et donc, voilà le tableau tel que, enfin l'analyse, la première analyse que je fais concernant cette situation. Oui, je vais répondre à un petit commentaire que j'ai vu passer concernant une émission qui était prévue en début de semaine. Elle a été reportée. Ne vous inquiétez pas, c'est reporté. Vous serez informés. Donc, ce sera normalement prévu mardi prochain. Voilà. Donc, Monsieur Cohen, il y a beaucoup de questions qui se posent concernant l'attaque, comment dire, sur territoire. Voilà, ils ont quand même attaqué la souveraineté de l'Iran en Oui. éliminant Ismaël Haniyeh. On peut se poser des questions déjà de la force, la puissance militaire qu'a Israël pour pouvoir infiltrer comme ça et attaquer et cibler, avoir une cible chirurgicale pour éliminer quelqu'un. Mais c'est pas nouveau, hein. Moi qui suis l'actualité depuis pas mal de temps, les Israéliens ont infiltré l'Iran de manière incroyable. Ils doivent avoir des dizaines, sinon des centaines d'agents qu'ils avaient infiltrés déjà depuis 10 ou 20 ans sous des couvertures diverses. Il y a quand même des sociétés occidentales qui font du commerce. Donc on peut très bien déguiser des agents en commerciaux, en informaticiens, etc. Est-ce Et qu'on puis, peut faire est-ce qu'on peut faire, excusez-moi, je vous coupe, est-ce qu'on peut faire le parallèle un petit peu avec, bon là, c'est vraiment une attaque ciblée, c'est voilà, c'est oui, une bombe ou un missile, mais quand vous dites que l'Iran est infiltré, est-ce qu'on peut aussi avoir un doute sur la mort, on en avait déjà parlé, de l'ancien président? euh, enfin, certains des problèmes se sont posés à l'époque. Je me souviens par exemple qu'il y avait 3 hélicoptères, un seul a été touché. Il y a eu, je sais pas, il y a des gens, j'ai entendu des analyses, mais c'est déjà un peu vieux, mais je sais que on s'est posé pas mal de questions, mais apparemment, il semble que on n'a pas voulu trop creuser l'affaire, ni du côté iranien, ni du côté israélien, ni du côté russe, ni du côté chinois, ni du côté de ceux qui ont la connaissance infuse, des spécialistes, etc. Je sais qu'il y a eu des commentaires assez troublants dès le lendemain, mais enfin, de 48 heures après, on dirait que bon, tout le monde avait estimé ou avait intérêt à estimer que c'était un accident. Voilà. Et donc, on est resté dans le flou. On ne saura jamais probablement ce qui s'est réellement passé. Enfin, jamais, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait beaucoup de points d'interrogation et il est possible que c'était un coup monté. Il ne faut pas négliger le fait que le Mossad est un mouvement, est un service de renseignement extrêmement efficace quand il s'agit d'infiltrer des pays arabes. Je me souviens par exemple d'un attentat absolument, enfin je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu le chef du programme nucléaire iranien, il y a à peu près 4-5 ans. Donc il roulait dans sa Mercedes avec une voiture devant, une voiture derrière, enfin tout était. Et ils ont monté comment dire,
un piège, un attentat qui était sur une camionnette avec une mitrailleuse, sans aucun, qui était téléguidé par satellite ou je ne sais pas, et qui avait tiré sur la Mercedes et qu'il avait tué. Non, non, ils font, enfin de temps en temps, ils montrent ce qu'ils font. C'est quand même, voilà, il faut dire ce qu'il est. Ils ont une capacité d'infiltration des sociétés arabes et iraniennes absolument incroyable. Moi, je me souviens des deux espions fameux, un en Égypte qui avait ouvert en 50, au début des années 60, un centre hippique au Caire, et ils avaient piégé pratiquement toute la nomenclature militaire autour de Nasser. Alors, Et, juste, oui, le conflit, le conflit là, depuis le 7 octobre et bien sûr la résistance palestinienne sur le terrain et toutes les bombes qui ont été balancées, toutes les victimes qu'il y a eu depuis, et bien sûr Israël n'a pas opéré de cessez-le-feu, n'a pas accepté de cessez-le-feu. oui, Et là, il y avait une négociation, il y avait des négociations, il y avait une médiation qui avait été mise en place par les Chinois pour réunir les factions palestiniennes, on en avait parlé. Et là, survient cette attaque ciblée contre le numéro 1 du Hamas, et qui plus est, bien sûr, en terre iranienne. Est-ce qu'Israël n'a pas l'intention de justement qu'il y ait une escalade et de provoquer l'Iran à ce qu'on rentre dans un conflit dans la région? non, je ne crois pas. Mais, Enfin, comment se fait-il qu'ils... Alors, attendez, ma question, je vais prolonger. Alors, oui, du oui, coup, comment se fait-il qu'ils aient attendu qu'ils soient arrivés pour l'investiture du nouveau président iranien à Téhéran pour l'éliminer, alors qu'ils auraient peut-être pu le faire avant? oui, mais où? C'est-à-dire, avant, il était au Qatar. Bon. Et le Qatar, Israël n'a pas envie, Israël n'a jamais, enfin, à ma connaissance, euh, évite de commettre ce genre d'action dans des pays considérés comme le Qatar n'est pas vraiment un ennemi, n'est pas un ami, mais il y a des relations, comment dire, profondes en matière de sécurité, du service secret, etc. Voilà. Il ne faut pas oublier que le Qatar, avec la bénédiction d'Israël, apportait chaque mois des valises avec des millions de dollars pour financer le Hamas. Voilà. Et donc, ils entraient avec les valises à Gaza avec la bénédiction d'Israël. Donc, en fait, avec le Qatar, c'est bon, c'est pas vraiment un ennemi, c'est un partenaire, voilà, disons, avec lequel on n'entretient pas des relations diplomatiques, mais c'est tout comme. Donc, il n'aurait pas voulu l'assassiner là-bas. Moi, je pense que cet assassinat, à mon avis, il n'a pas été programmé depuis longtemps. C'est-à-dire que les Israéliens ne cherchaient pas nécessairement à assassiner Ismaël Haniyeh. Voilà. C'est-à-dire, à mon avis, ils n'étaient pas au top de leurs objectifs. Parce qu'en fait, Ismaël Haniyeh est un politique. Donc, en fait, il n'a pas d'importance. Assassiner, par exemple, le chef des opérations à Gaza, ça a plus de sens. Mais un homme politique, ça n'a pas de sens. Et donc, à mon avis, si ils ont dû décider de l'assassiner il y a peu pour enterrer les négociations. Je rappelle que ça fait des mois qu'on est sur le point d'aboutir et qu'on n'aboutit pas. Pourquoi? Parce que Netanyahou ne veut pas de ces négociations. Voilà, c'est clair, net, et même les Israéliens le disent. La presse israélienne le dit, on s'en plaint et tout, mais c'est un fait. Il ne veut pas de négociations. Pourquoi? Parce que si on négocie, ça veut dire qu'on va commencer à chercher les responsabilités sur le 7 octobre, la conduite de la guerre, la reprise du procès de Netanyahou, peut-être de nouvelles élections, etc. Et donc pour lui, pour Netanyahou et son clan, la poursuite de la guerre est la garantie qu'ils tiennent à leur place et rien ne pourra aller contre eux. Voilà. Et donc le fait
Et à mon avis, voilà, ils ont dû se dire, si on l'assassine maintenant, ça va ça va reporter les négociations 1 mois, 2 mois, 3 mois. Maintenant, bien sûr, en l'assassinant, vous savez, c'est comme le bombardement du consulat iranien à Damas. Bien sûr, Israël sait qu'il y aura des représailles. Mais à mon avis, elles seront limitées. Voilà, à mon avis. C'est-à-dire, les Israéliens estiment, calculent que ces représailles sont, disons, acceptables, seront acceptables, parce qu'elles seront limitées. On verra d'ailleurs comment ça va se passer. Voilà. Et donc, c'est comme un jeu dans lequel sont engagés les trois acteurs majeurs. Alors, C'est-à-dire, oui, il y a une information là qui vient de tomber apparemment, hein, c'est un commentaire. L'Iran aurait décidé de fermer son espace aérien. oui, mais à qui? Bah, je suppose que si elle a fermé son espace aérien, c'est pour préparer quelque chose. Je ne sais pas, mais en tout cas, je vois cette information là qui vient de tomber. Mais Ah, si elle a fermé son espace aérien, je pense que c'est une information comme ça générale, mais elle a dû et le. moi, voilà, moi, je fais mon analyse. Je peux très bien Vous savez, je vais vous dire, même l'état-major iranien, l'état-major israélien et l'état-major du Hezbollah, à mon avis, ils ne doivent pas savoir ce qu'ils vont faire dans les 48 heures ou dans les 36 heures, c'est-à-dire, ou dans les 72 heures. Ça veut dire qu'ils ne savent pas s'il y aura une guerre généralisée ou pas. Chaque jour, ils se réunissent et ils se disent, bon, au vu de la situation, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attaque? Est-ce qu'on attaque à quel niveau? Est-ce qu'on va vers le conflit généralisé? Chaque jour, à mon avis, ils doivent se réunir pour décider. Personne, en dehors de ces états-majors-là, ne doit savoir ce qui va se passer dans les 3 jours suivants. Voilà. Donc, il est possible, mais moi, je ne pense pas que l'Iran se lancera. Il y aura, bien sûr, fera quelque chose, mais je ne crois pas à un conflit. Je répète encore une fois, parce que c'est très important, pour moi, je fais la distinction entre une escalade, des représailles, etc., même à 3-4 niveaux, et un conflit généralisé. Voilà. Oui, alors On verra. je confirme l'information. Effectivement, l'Iran donc, a fermé son espace aérien en prévision d'éventuelles attaques contre Israël. Oui, mais elle peut très bien lancer une attaque comme elle a fait il y a 1 mois ou 2. Voilà. Mais attendez, M. Cohen, Allez-y. il y a quand même eu. Je pense qu'ils se sont sentis quand même humiliés d'avoir été attaqués en plein centre de Téhéran. C'est Et évident. forcément, bah, en plus de ça, je crois aujourd'hui, c'était les funérailles, donc il a été transporté. Je crois qu'il l'enterre au Qatar. Donc, je pense que peut-être qu'il laisse passer le deuil, les funérailles, et peut-être qu'il y aura une réplique. En tout Mais cas, il y aura normalement, beaucoup plus forte que celle qui avait eu lieu. Non, mais ce que je veux dire, il y aura une réplique plus importante, mais ça restera une escalade qui sera très en deçà du conflit généralisé. Voilà ce que je veux dire. Voilà. C'est-à-dire, à mon avis, l'Iran ne va pas se dire cette fois, je vais tout balancer sur Israël et advienne que pourra. Voilà. Oui, mais de toute manière, si l'Iran décide de répliquer ce qui est normal, je veux dire, elle a été attaquée sur son terrain, sur son territoire, donc il est normal qu'elle doit répondre. Maintenant, c'est de savoir si elle est en capacité d'atteindre des cibles israéliennes et des cibles potentielles, ou voire même de cibler carrément, comme je le disais, quelqu'un de haut placé, un haut fonctionnaire, ou même voir Netanyahou, j'en sais rien. Et derrière, c'est de savoir si, bien sûr, ça va engendrer, bien sûr, l'entrée dans le conflit de l'Union européenne ou des États-Unis. Voilà. Non, Et il faut savoir mais aussi que, bon, on en a parlé aussi, mais l'Iran, bon, fait partie du BRICS. Même si c'est une organisation économique, on sait que l'Iran a quand même la Chine et la Russie comme alliés. Voilà.
Maintenant, c'est de savoir si ça pourra engendrer quelque chose de très grave dans la région. Et moi, voilà, je maintiens mon C'est intuition. compliqué, hein, on donne une analyse, mais c'est compliqué de… Oui, oui, bah, évidemment, mais à mon avis, enfin voilà, je donne un avis et puis on verra, hein, c'est la semaine prochaine, je vous dirai peut-être, je me suis trompé, mais à culpa, voilà, il n'y a pas de problème. Très bien, je vais donner la parole à Baptiste qui est avec nous Oui, sur le guest sur YouTube. Bonjour Monsieur Cohen, bonjour tout le monde. Bonsoir. bonjour. Je voudrais vous poser deux questions, s'il vous plaît. Oui, Est-ce que vous pensez crédible le fait qu'il y ait un attentat en France après les JO? Et deuxième question, est-ce vrai que euh, Israël envoyait aux Palestiniens des images pornographiques dans leur télévision pour déstabiliser les familles, en fait? Parce j'ai appris ça il y a pas longtemps. Donc, bah, écoutez, sur la première question, moi, j'avoue que je ne sais pas, hein, qui peut savoir s'il y aura un attentat ou pas, téléguidé ou pas, sous faux drapeau ou pas. Vraiment, c'est ça, je sais pas, j'ai oublié ma boule de cristal, je ne l'ai non, pas non, mais devant. c'était une probabilité, quoi, une probabilité. Franchement, enfin, je peux pas me prononcer. Je n'en sais absolument rien, vraiment. D'accord. Et deuxièmement, là, sur la deuxième question, j'étais pas au courant, mais ça ne m'étonnerait pas du tout. Les sionistes sont des gens d'une diablerie et d'un cynisme et d'un machiavélisme incroyable. C'est-à-dire, ils seraient capables de faire ça. Ils ont les moyens techniques. D'ailleurs, et parfois, ils envoient des messages. Ça se voit d'ailleurs que toute la population palestinienne est sous contrôle, même à Gaza. C'est-à-dire que parfois, il est arrivé qu'ils envoient les mêmes messages sur pratiquement tous les téléphones portables des Palestiniens en même temps. Et donc, d'ailleurs, on dit que Israël fait l'expérience d'une surveillance d'une population humaine à grande échelle pour le compte de l'Occident en utilisant comme cobaye les Palestiniens. Voilà. Harari Et donc, l'avait dit, ah Harari oui, l'avait dit. ah oui, d'accord. Ah bon, oui. Donc, enfin, bon, s'il l'a dit, ça fait dire que, voilà. Donc, en fait, c'est quasiment une population qui est quadrillée, surveillée, peut-être même avec le truc facial, etc. Et, et voilà, donc leurs téléphones sont aussi surveillés, leurs réseaux sociaux. D'ailleurs, de temps en temps, on arrête par exemple quelqu'un parce qu'il a posté un message sur Facebook, etc. Donc, c'est vraiment une société qui contribue à étudier la surveillance d'une population assez importante, quand même, 2 millions de personnes ou 2 millions et demi, et comment on fait tout. Et qu'ils utilisent des trucs comme ça, comme euh, des films porno, des images porno pour les déstabiliser, ça ne m'étonnerait pas. Je n'étais pas au courant, mais je ne serais pas surpris de, de la véracité de cette information. D'ailleurs, un dernier message, Oui, boycottez tous la pornographie parce que c'est les sionistes qui tiennent la pornographie mondiale. Donc voilà. bon, d'accord, oui. Euh, Merci Baptiste, ce sera votre dernier mot? oui, merci beaucoup. Merci bien. Bonsoir. Alors, je vais donner la parole à Sadia qui est avec nous. Bonsoir. Ah, bonsoir. Salut. C'est une amie de Kazan. Ah, d'accord.
Enchanté. Est-ce que vous voulez interagir avec nous? Allez-y, je vous en Je ne sais prie. pas si on m'entend. On m'entend? On vous entend. Oui, oui. D'accord. Bien, bonsoir. C'est une première pour moi. Bonsoir. Bonsoir, Jacob, bonsoir à tous. C'est une première pour moi. Salut Jacob. Salut. Oui. Respect déjà à Jacob que je connais depuis longtemps. Oui, vous m'entendez? Oui, oui, très bien, oui. D'accord. Alors, je voudrais juste savoir, il y a un décalage dans la voix. Je voulais juste savoir par rapport à la visite de Netanyahou aux États-Unis. Oui. D'accord. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu une espèce de go de Netanyahou pour pouvoir justement faire ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire cette escalade, ce qu'on voit aujourd'hui. On a vu qu'il a eu plusieurs standing ovations qu'on n'a pas compris d'ailleurs. À chaque mot, il était absolument ovationné. Et je pense que les États-Unis, vous me direz, Jacob, ce que vous en pensez, mais que les États-Unis ont donné un go clair et net pour l'action qu'on vient de voir et pour ce qui va suivre. Il est parti chercher de l'aide, il est parti chercher de l'argent et il est parti chercher du soutien qu'apparemment il a eu en tout cas des autorités américaines. Donc, nous, on pense que sans les États-Unis, rien n'est possible. Sans l'aide des États-Unis, que ce soit matériel, financier, etc., rien n'est possible. Ça, c'est ma première question. Qu'est-ce que vous en pensez? La deuxième chose, rapidement, qu'en est-il du Maroc et de la normalisation? C'est-à-dire que les pays qui ont normalisé dans les accords d'Abraham, aucun n'a clairement dénoncé, mais mollement, mais clairement dénoncé, ou du moins appelé à l'arrêt complet de la normalisation ou au gel de la normalisation des échanges. Aucun pays arabe l'a fait, et même le Maroc ne l'a pas fait, malgré notre pression, malgré nos différentes actions. Pourquoi, à votre avis, ces pays sont là? Pourquoi ils n'agissent pas? Pourquoi, avec tout ce qu'on voit, il n'y a aucune action qui est faite, aucune déclaration de fermeture des bureaux, absolument rien? Comment vous expliquez ça? Merci beaucoup. Mais parce que je vais commencer par la deuxième question. Parce que ces pays sont tenus. Voilà. D'abord, déjà, le fait qu'ils soient arrivés à la normalisation, à mon avis, ils n'y sont pas arrivés de gaieté de cœur. Voilà. C'est-à-dire que je parle des Émirats arabes unis et regardez par exemple l'Arabie saoudite, elle voudrait bien, enfin, il y a beaucoup de problèmes, etc. Et le Maroc, on a dû la lécher avec pas mal de promesses, probablement d'abord sur le Sahara occidental, sur le plan économique, stratégique. Le Maroc, on lui fait une place d'honneur dans le contrôle de l'Afrique de l'Ouest. Et par exemple, vous savez que j'ai publié il y a pas longtemps, un papier comme quoi au Human Rights Watch, qui a fait cause pour Israël et qui est basé à New York, et qui a présenté le rapport de Human Rights Watch, c'est un journaliste marocain. J'ai oublié son nom, je suis désolé, mais j'ai appris à ce moment-là que le Maroc avait bénéficié, il a eu le privilège d'avoir la direction de Human Rights Watch sur l'Afrique, ou l'Afrique du Nord ou l'Afrique de l'Ouest. Et donc, en fait, le Maroc, comme d'autres pays, vous savez, avant la normalisation, il y a eu énormément de relations de tous les types, artistiques, culturels, religieux, sécuritaires, etc. Et donc, il y a eu toute une préparation que ces pays ont dû
accepté au fur et à mesure, et la normalisation officielle est venue parce que il y a dû avoir énormément de pression sur ces pays. Et une fois qu'ils s'y sont engagés, ils auront du mal à revenir en arrière parce qu'ils ont joué un gros. Le Maroc, par exemple, je pense que il n'y a pas longtemps, j'ai comparé comment dire, le processus de normalisation comme un coup de poker semblable à celui qu'avait fait Hassan II en 1975 concernant le Sahara occidental. C'est-à-dire que si ça n'avait pas marché, c'était quasiment il jouait son trône là-dessus. Et je pense que M6, le roi actuel, il ne peut pas échouer avec cette normalisation parce qu'il mettrait quasiment son régime en péril. Et donc, il faut qu'il tienne, coûte que coûte. Vous savez, souvent je répète ici que les régimes arabes n'ont rien à voir, enfin, ont très peu à voir avec le désir du peuple ou avec, par exemple, la solidarité arabe, la solidarité palestinienne, etc. Tout ça, ce sont des mots, de très belles paroles, très beaux projets, mais qui malheureusement, parce qu'un État a d'autres priorités, il a d'autres objectifs. Et ça, c'est ça que le citoyen a du mal à concevoir. C'est-à-dire que quand on est à la tête d'un État, et je ne parle pas uniquement du roi, je parle de toute l'élite, de tout l'establishment, de toute la nomenclature, les hommes d'affaires, les services de renseignement, etc. Donc, tout ce monde-là, il est, comment dire, il est pris dans une dynamique qu'il a mis longtemps à admettre et qu'il a intégré j'allais dire dans sa Weltanschauung, c'est-à-dire dans sa vision du monde. Et donc, il ne peut pas, revenir en arrière assez facilement, voilà, comme le voudrait le peuple. Voilà. Et il doit y avoir des pressions que nous, simples citoyens, dont on n'est pas conscient, qui s'exercent sur ces pays-là. Voilà. Et même des menaces sur les dirigeants. C'est-à-dire qu'on peut très bien leur dire, regardez ce qui est arrivé à Kadhafi, regardez ce qui est arrivé à Saddam Hussein, regardez ce qui est arrivé à Moubarak, tout ça pourrait vous arriver. Et donc, ces pays-là, ils connaissent leurs faiblesses et ils s'inclinent. Voilà. Maintenant, la première question, je crois que c'était sur... Ah oui, Netanyahou est allé chercher... en fait, ce genre d'action, je pense qu'il n'a même pas besoin du soutien du Congrès pour ça. Je pense que le Mossad, la CIA, MI6, etc., sont tous d'accord pour mener ce genre d'action. Voilà. À mon avis, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'il demande aux Israéliens, et à mon avis, il le demande de manière assez forte, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit généralisé. Parce que l'Occident est au bord du gouffre aujourd'hui, avec la défaite en Ukraine dont il ne sait pas comment se sortir, les dizaines de milliards qui sont jetés là-dedans pour rien, et la défaite qui s'annonce, qui est cuisante jour après jour, et la Russie qui se renforce, et il ne voit pas comment, s'il y a un conflit généralisé au Moyen-Orient, comment il pourrait l'affronter en même temps que l'Ukraine. Et donc, à mon avis, si Netanyahou a obtenu un soutien politique complet, encore complet, il y a des dizaines de députés américains qui n'ont pas assisté au discours de Netanyahou, et ça bouge quand même. C'est pas, vous savez, c'était une unanimité de façade. Bon, je pense que c'était une confirmation que Netanyahou est quasiment, enfin que le lobby sioniste est chez lui aux États-Unis, qu'il peut faire ce qu'il veut, qu'il donne le là, voilà, que à peu près rien ne peut s'opposer à lui.
Mais donc, il a les mains libres pour autant, au Moyen-Orient, pour autant qu'il ne déclenche pas un conflit général dont l'Occident paiera un prix énorme. Alors, je suppose qu'elle a dû entendre depuis en bas parce qu'elle n'est plus avec nous sur le guest. J'avais quelqu'un avec nous sur Twitter, Landalou. Si tu veux, je te donne la parole. Vas-y, je t'en prie. Ouais, salam alaikum, bonsoir à tous. Bonsoir. Monsieur Cohen, bonsoir. J'avais donc c'est pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, Oui. Monsieur Cohen, c'était par rapport Oui. à l'importance de Ismaël Haniyeh Oui. au but de son élimination par Israël. Moi, je suis d'accord avec vous dans le sens où Ismaël Haniyeh n'était pas vraiment une grosse menace pour Israël, parce que, comme vous avez bien dit, que c'était un homme politique, donc il représentait la branche politique du parti. Mais bon, je pense que Israël a voulu éliminer Ismaël Haniyeh, c'était, on va dire, pour faire un peu de populisme en Israël et pour donner, si vous me permettez l'expression, donner un os à ronger au peuple israélien. C'était vu que l'opinion publique n'a pas les faveurs Netanyahou n'a pas les faveurs du peuple en ce moment. D'après les manifestations qu'on voit et tout, il est très décrié. La guerre que Israël mène à Gaza, c'est pour le moment, je crois qu'on arrive au 9e mois, au 10e mois, et c'est un échec total. En termes d'objectifs, les otages ne sont toujours pas libérés. Les Merkava s'empilent de jour en jour. Les brigades Qassam, ils leur donnent un gros fil à retordre, malgré qu'ils ont rendu Gaza un tas de pierres. Donc je pense que cet assassinat, c'était vraiment pour un peu endormir C'est très juste. C'est très juste. Et Oui. je pense aussi que la cible de Téhéran, pour moi, je suis un peu d'accord avec vous. Vous savez, l'Iran est infiltré depuis des décennies par les services israéliens. D'ailleurs, ils ont une grosse communauté juive là-bas. Donc, je pense aussi que dans cette communauté, il doit y avoir quelques Sayanim également qui doivent travailler pour l'État d'Israël. Donc, je pense que c'était vraiment le moment ou jamais. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, au Qatar, on peut pas, parce qu'au Qatar, on a quand même des échanges directs et indirects avec eux. C'est un pays quand même qui abrite la plus grande base américaine aussi, également du Moyen-Orient. C'était un peu plus complexe. D'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, le Mossad, l'opération qu'ils avaient menée à Dubaï il y a quelques années, on a vu un peu le résultat politique qu'il y a eu derrière. Oui. Oui, je vous écoute. Oui, allez-y. Vas-y, si Ah, tu d'accord. peux aller au Ok. but, s'il te plaît, si Oui. tu as une Donc question. voilà. Donc Merci. moi, c'était pour moi, c'est pour la question, c'était est-ce que Israël ne revient pas, comme j'ai expliqué hier aussi dans ce live-là, à ses fondamentaux. Ça veut dire ses fondamentaux, on reprend les mêmes procédés qu'ils ont eu après les JO de Munich en 72, à savoir dresser une liste. Et Ismaël Haniyeh, visiblement, il était sur cette liste-là. Commencer à abattre les uns après les autres. Sauf que dans les années 70, il y avait Septembre Noir qui leur rendait, entre guillemets, coup pour coup. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué pour la résistance de leur rendre coup pour coup. 2024, c'est plus les années 70. Ensuite, par rapport au Liban, Monsieur Cohen, moi j'ai l'impression que c'est un peu un remake de 2006. 2006, si vous vous souvenez, Israël sortait de l'opération Pluie d'été à Gaza et du coup a lancé tout de suite derrière juste rétribution, l'envahissement du Sud-Liban. Et bon, ils sont allés confiants, ils ont pris une raclée, ils sont revenus et Ehud Olmert, il a perdu sa place de Premier ministre. Est-ce que Netanyahou pense pas aussi peut-être que, comme vous avez dit, qu'ils ont tiré un peu le frein à main pour rentrer au Sud-Liban? Je pense aussi qu'ils sont un peu réticents et l'expérience de 2006 fait que peut-être que Netanyahou, là, vraiment va jouer sa place en cas d'échec. Et la troisième question, Monsieur Cohen, c'était,
je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, on avait échangé sur Alors, X. attends, s'il te plaît, parce que sinon, ça va être trop compliqué à M. Cohen Oui, de pouvoir ok, répondre. ok, Tu la poseras tout d'accord, à l'heure. Il va déjà d'accord, répondre ok, aux deux questions que tu as ok, posées. parfait, ok. Bon, sur le fait que c'est vrai, vous avez raison de souligner que c'était une opération aussi de, comment dire, une opération d'opinion publique pour Netanyahou d'assassiner, parce que effectivement en Israël il y a eu, la presse était dithyrambique, on avait dit enfin voilà Israël reprend sa dissuasion, on est content, c'était sans bavure, etc. Bon, c'est vrai que ça fait partie un peu de la mythologie sioniste de pouvoir regarder, nous sommes le petit David qui peut mener des actions partout avec succès, regardez-nous, etc. Et la réaction du public a été dans ce sens-là. Voilà, ça c'est très juste. Et alors, deuxièmement, bon, tout à l'heure, d'ailleurs, j'avais dit, peut-être vous n'étiez pas là dans l'introduction, que les Israéliens hésitaient beaucoup à s'engager au Liban, et à mon avis, à juste titre, parce qu'ils savent très bien que, d'abord, la réponse du Hezbollah sera terrible, et à mon avis, ils paieront très cher, et deuxièmement, non seulement le Hezbollah, mais ils risquent de réveiller des forces assoupies ou qui attentistes quelque part, peut-être en Syrie, peut-être en Irak, en Iran, au Yémen, etc. Et on ne sait jamais ce que cela donnera comme résultat. Et c'est pour ça que depuis 9 mois, les Israéliens disent on va attaquer, mais ils ne le font jamais. Voilà. Voilà. Si vous avez une autre question, allez-y. Oui, Monsieur Cohen, c'était pas. Il y a quelques mois, on avait échangé par rapport. Vous vous souvenez, j'avais évoqué l'affaire de Eli Cohen dans 1965, quand il s'est fait débusquer Oui. à Damas. Oui. Et je vais réitérer ma question d'il y a quelques mois. C'est Oui. là où Eli Cohen a échoué en 65 à Damas. Est-ce que peut-être que d'autres Eli Cohen ont réussi dans d'autres pays avoisinants? Non, excusez-moi, je vous arrête. Eli Cohen n'a pas échoué. Eli Cohen a pendant 3-4 ans infiltré le haut commandement syrien. Il a donné des renseignements extraordinaires. Et d'ailleurs, la victoire, enfin, la victoire sur le Golan en 1967 était due à ces renseignements. Évidemment, il a été découvert et exécuté. Bon, mais il n'a pas échoué en fait. C'est-à-dire que pendant quelques années, il a donné des renseignements extraordinaires. C'était quelqu'un qui était rentré, il a réussi à pénétrer dans le cœur du pouvoir syrien. Voilà. Il était même pressenti pour occuper des postes ministériels ou de vice-président, etc. C'est dire à quel point il a réussi son infiltration. Et il a fini ministre de la Défense quand même. Non, il n'a pas fini. Non, il a été découvert en 65 et il a été pendu. Oui, c'est ça. En fait, quand je vous parle d'échouer, c'est voilà, c'est là où il a échoué, c'est quand il s'est fait débusquer. Mais sinon, je suis d'accord avec vous. Oui, oui, il a été débusqué, oui. Pour la guerre des 6 jours et pour la prise du Golan surtout. Voilà, merci Monsieur Cohen. Très bien, merci à toi. J'avais une question. Alors, avant de donner la parole sur Twitter, j'avais une question sur le chat, Monsieur Cohen. Oui. Concernant donc Netanyahou n'a-t-il pas sacrifié le dossier des otages en tuant Ismaël Haniyeh, vu que ce dernier est un négociateur de taille? Non, mais ça fait 6 mois, 8 mois que Netanyahou sacrifie les otages. Voilà. Donc c'est-à-dire que, à mon avis, encore une fois, c'est une hypothèse, que Netanyahou était acculé à négocier sur les otages. Il voyait qu'il n'y avait pas moyen de s'en sortir, et c'est pour ça qu'il a décidé de le faire éliminer pour enterrer l'affaire des otages, au moins pour quelques temps. Mais en fait, Netanyahou a tout fait depuis 8 mois pour enterrer l'affaire des otages et pour ne pas la mener à bien. Voilà. Et donc, son assassinat ne fait que confirmer ce qu'il a fait depuis 8 mois, alors que
on aurait pu trouver une solution raisonnable sans aucun problème. Très bien. Je vais donner la parole à. Alors, Alam, tu lèves pas la main. Si tu veux prendre la parole, prends-la maintenant. Sinon, je donne la parole à. Ah bah vas-y, c'est à toi. Vas-y, Alpha, Alpha, tu la prendras après. Vas-y, Alam. Oui, salam alaikum, bonjour tout le monde. Alaykoum salam. Bonjour. Monsieur Cohen. Oui, Bonsoir. en fait, moi, ce que je constate depuis la visite de Netanyahou au Congrès, il est pas parti chercher des soutiens politiques. Non, non. C'est plutôt du pognon qu'il est parti chercher. Parce que, visiblement, il y a une faillite de l'État sioniste originel en faveur d'un sionisme messianique, une faillite militaire, et je prends comme témoin le général Breck, une faillite financière et une faillite démographique. Le discours de Labid la dernière fois, pour ceux qui partaient, les suppliant de ne pas partir et de ne pas quitter Israël, est-ce que le compte à rebours de ce projet a commencé? Parce que là, l'assassinat de Hania était gratuit, c'est presque une offrande on va dire au public israélien qui voulait une victoire. Donc est-ce qu'on ne vit pas une espèce de faillite, un compte à rebours des Israéliens qui ne veulent plus rester en Israël? Alors, il va te répondre. Alors, s'il vous plaît, les amis, parce qu'il y a énormément de monde qui veulent prendre la parole, essayez d'être concis, comme ça, M. Cohen pourra répondre à toutes les questions. Et avant de vous donner la parole, M. Cohen, Singh, dans les coulisses, il faut que tu redescendes et que tu actives ton micro, parce que je ne peux pas te faire monter. Voilà. Allez-y, M. Cohen. Oui, effectivement, il y a des signes indiscutables. Déjà, c'est la première fois qu'Israël est embourbé militairement. Enfin, je veux dire, c'est inconcevable. Je veux dire, même la guerre de Kippour, dans laquelle Israël a été pris au dépourvu, au bout d'1 mois et demi, 2 mois, il avait renversé la situation et il avait affaire à forte partie. Et là, c'est quand même incroyable. Enfin, je veux dire, ça fait 9 mois et il ne s'en sort pas. La population israélienne, effectivement, elle se pose des questions. Il y a beaucoup qui sont partis ou qui veulent partir. Il y a beaucoup qui ont pris des nationalités étrangères. Donc, il y a des signes. L'économie va mal parce que des centaines de milliers de réservistes ne font pas leur boulot, etc. Mais, je veux dire, si ça continue comme ça pendant 1 an ou 2, ça risque d'être le diagnostic sera assez sérieux. Mais si Israël arrive à arrêter la guerre, enfin, je ne sais pas, pendant 10 ans, dans 2 ou 3 mois, il pourra, à mon avis, redresser la situation, vu que l'Europe, l'Occident est là il ne laissera pas tomber. Et donc, mais c'est vrai qu'il y a. Alors, le compte à rebours, si on prend certains éléments, oui, mais est-ce que c'est un compte à rebours qui avance inexorablement vers la fin du sionisme? J'hésiterais à le dire de manière affirmative. Et il y a des secousses, il y a des failles qui apparaissent, mais voilà, il faut voir comment ça va progresser, ça va s'approfondir, ça va s'activer dans les prochains mois ou les prochaines années. Voilà. Merci. Alpha, à toi, c'est parti. Merci. Bonjour Attitude, bonjour Monsieur Cohen. Bonsoir. Ça ne va pas être très long. Je voudrais savoir, par rapport aux épisodes de torture et de viol dans le centre de détention qu'il y a eu récemment, quelle est la réaction de l'opinion publique israélienne? Si vous pouviez nous éclairer là-dessus, M. Cohen, merci. Disons, l'opinion publique israélienne, en ce moment, elle est plutôt. Bon, il y a des. Comment dire? Vous savez,
il y a des séquelles, il y a des restes du sionisme progressiste, droit de l'homiste, humaniste, etc., qui était majoritaire il y a quelques décennies, mais qui est en train de s'effilocher, voilà, et de disparaître. Et donc, on l'a vu avec cette affaire, c'est-à-dire que la police militaire était allée arrêter les coupables de torture dans ce camp. Il y a eu quasiment une émeute de miliciens fascisants qui n'admettaient pas, qui avaient pris d'assaut le tribunal militaire. Et en fait, on a l'impression, d'ailleurs, par exemple, il y a le ministre de la Sécurité, c'est comme si on disait, enfin, c'est comme Goebbels par rapport au SA, quoi. Donc, la réaction, à mon avis, majoritaire du public, c'est que il ne faut pas trop être sévère avec ces militaires qui ont torturé. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, il y a quelques jours, il y a eu un débat à la Knesset sur la torture des Palestiniens. Jusqu'à quel niveau on peut les torturer, on peut les tuer pour faire de la place, etc. Une discussion normale entre députés sur le niveau des tortures qu'on peut infliger aux Palestiniens. Et donc, la société israélienne a beaucoup évolué dans ce sens-là, est devenue beaucoup plus fasciste, beaucoup plus intolérante, et n'en a rien à fiche de la Cour suprême, des règles de droit, etc. Et donc, elle s'affranchit de tout ça. Et c'est vrai que ça effraie pas mal, disons, la vieille garde humaniste sioniste qui essaye, qui tente malgré tout de dire oui, quand même, l'état de droit, il faut le respecter. Mais la tendance, à mon avis, elle est pour une fascisation ouverte des esprits. Voilà. Alors, petite seconde. J'avais quelqu'un, alors sur YouTube, Sofiane, tu es redescendu, tu as un problème de micro, il faut que tu connectes ton micro. Je vais donner la parole à Tom qui est avec nous sur TikTok et après je donnerai la parole à Jamel qui est sur YouTube. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Cohen, bonjour tout le monde. J'avais une petite question, on va dire une question très naïve qui s'adresse à un juif. C'est pour ça que Monsieur Cohen, je vous pose la question. Mais à une personne aussi qui connaît le sionisme. Et ma question, elle est toute simple. C'est est-ce que les Israéliens sont encore juifs? C'est-à-dire, est-ce qu'ils suivent véritablement la Torah? Ou alors, est-ce que c'est une société complètement manipulée? Complètement, comment? Complètement manipulée. Ah, c'est une société manipulée, mais qui suit de plus en plus la Torah. Alors, elle est manipulée dans quel sens? Et alors là, je parle de tous les Israéliens, religieux ou pas. Vous savez, la propagande de l'État profond sioniste, elle est dirigée en premier lieu envers sa propre population. C'est-à-dire, quand vous interrogez un Israélien, qu'il soit de gauche ou de droite, qu'il soit laïque ou religieux, qu'il soit instruit ou pas, c'est que 95% des Juifs israéliens ont intégré l'idée, mais ça c'est la propagande, ont intégré l'idée qu'on ne peut pas faire la paix avec les Arabes. C'est-à-dire que le régime sioniste, l'État profond sioniste, a réussi à les convaincre efficacement qu'on ne peut pas faire la paix avec les Arabes et donc il faut faire une guerre perpétuelle. On n'a pas le choix. Il y a une formule en hébreu qui dit on n'a pas le choix. Voilà, c'est la guerre perpétuelle. Donc, effectivement, les Juifs, les habitants israéliens sont manipulés. Voilà. Maintenant, par rapport à la religion, c'était une société à 99% laïque, c'est-à-dire en Israël dans les années 50 et 60, quand on voyait un religieux, c'était comme une espèce d'apparition
folklorique, original, etc. Aujourd'hui, moi déjà, mon dernier voyage remonte à 2004. Et en 2004, déjà, je me baladais le soir et je me disais, c'est pas possible, les gens qui portent la kippa, vous savez, le signe de la religiosité de la personne. C'est juste incroyable, c'est une société qui devient de plus en plus religieuse. Je dirais même qu'elle est à 50% religieuse, ce qui est colossal, énorme. Et donc, dont certains, 30%, sont des fanatiques. Et donc, c'est une société qui devient de plus en plus religieuse, mystique, messianique, et même les non-religieux commencent à se dire que finalement, la construction du temple, ça serait pas mal. Et donc, en fait, malheureusement, c'est comme ça, hein, c'est une société qui devient vraiment fanatiquement religieuse et messianique et mystique. Et donc, intolérante et anti-arabe, intolérante même vis-à-vis des juifs laïcs. C'est ça aussi la nouveauté. Alors, très bien, merci. Avant de donner la parole à Jamel, les amis, sur TikTok, n'hésitez pas à vous abonner, partager, tapoter un maximum. Sur les autres plateformes, abonnez-vous aussi à la chaîne Altitude et n'hésitez pas à partager. Jamel, salam Oui, alaikum. alors, alaykoum salam. Bonsoir, Monsieur Cohen, bonsoir tout le monde. Voilà, j'avais une Bonsoir. question pour vous, Monsieur Cohen. Oui. C'est toujours un plaisir d'ailleurs de poser des questions à un intellectuel comme vous. Donc, je voulais vous poser cette question. Ne pensez-vous pas que le Hamas a été une chance pour Netanyahou et qu'aujourd'hui, c'est une chance pour la résistance, c'est-à-dire à savoir l'Iran, le Hezbollah, etc. Merci. Effectivement, le Hamas, d'abord, ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on sait peut-être pas vraiment ou ce qu'on a oublié, c'est que le Hamas a reçu l'autorisation du ministre de la Défense Ariel Sharon, de triste mémoire, enfin, pour ceux qui le connaissent, d'entrer dans Gaza. Donc, c'est lui qui a permis au Hamas d'entrer, de s'établir à Gaza. Et par exemple, quand le Hamas a pris le pouvoir en 2006, les Israéliens auraient pu aider l'autorité palestinienne à entrer dans Gaza et à rétablir leur pouvoir. Ils ne l'ont pas fait. Donc, ça veut dire que de 1982 à 2023, les Israéliens ont cultivé. Tout à l'heure, j'avais parlé du Qatar qui venait chaque mois avec des valises contenant des dizaines de millions de dollars à destination du Hamas. Donc, en fait, le Hamas était un allié objectif, si on peut, vous savez, pour utiliser l'expression marxiste. C'est-à-dire que chacun trouvait son intérêt, les Israéliens trouvaient leur intérêt dans le renforcement du Hamas. Bon. Il se trouve qu'en 2023, la donne a changé et maintenant, effectivement, les Israéliens voulaient non seulement se débarrasser du Hamas, mais nettoyer ethniquement la bande de Gaza. Est-ce que le Hamas est devenu... oui, pourquoi pas. C'est vrai que c'est un mouvement de résistance qui a relevé le drapeau de la résistance palestinienne et arabe, qui a insufflé un souffle nouveau dans les populations arabes pour résister et pour montrer que les Israéliens n'étaient pas aussi invincibles, ce qu'avait déjà démontré le Hezbollah en 2006. Hein. Donc, et c'est vrai que c'est peut-être aussi un souffle d'espoir pour ceux qui veulent relever le défi de la résistance. Merci, M. Cohen. Avant de donner la parole à Sofiane qui est avec nous, j'ai une question qui est assez intéressante. Il faudrait, si vous pouvez y répondre, M. Cohen. Donc, c'est Kamala Harris est intimement liée à Israël à travers son mari. N'est-elle pas en train de jouer la comédie lorsqu'elle évoque le fait qu'elle ne restera pas silencieuse sur la souffrance des Gazaouis? Alors, elle joue la comédie
Pourquoi elle joue la comédie? Parce que le Parti démocrate a conscience qu'il y a une frange importante de son aile gauche ou son aile libérale, si vous voulez, qui est en train de le lâcher. Et donc, elle lance quelques paroles comme ça pour dire à cette frange libérale que vous allez voir, moi je ferai ceci et cela. En fait, elle joue la comédie, elle ne fera jamais rien pour s'opposer à la politique israélienne. Très bien, merci M. Cohen. Je vais donner la parole à Sofiane. Salam Oui, alaikum. alaikum salam. Bonjour, vous m'entendez? Oui, Bonjour, très bien. oui. Bonjour, Monsieur Cohen. J'aimerais commencer rapidement par vous remercier. J'ai un profond respect pour vos travaux. Merci. Et je vous le dis, donc j'apprécie votre contenu. Et du coup, moi, je m'interroge vraiment de l'extérieur. Et Oui. j'aimerais tenter avec vous de prendre un peu de recul sur l'ensemble de la région et de se dire, mais finalement, Israël tire sa puissance essentiellement de la finance et du soutien américano-UK. Et on voit bien aujourd'hui qu'on est dans un système économique qui a l'air en crise. Et du coup, quel est l'objectif final d'Israël? Parce que Israël envisage de s'établir au Moyen-Orient, mais j'ai le sentiment qu'ils veulent pas être au Moyen-Orient, en fait. Et du coup, comment, en fait, envisager un avenir dans une région où on est en confrontation avec l'ensemble de la région? C'est-à-dire que même si le plan fonctionne, que les Palestiniens vont dans le Sinaï, mais la guerre s'exportera aux frontières. En fait, ça ne va pas s'arrêter, en fait, par magie. Et du coup, je me dis, mais quelle est la finalité de tout ça? Alors, la finalité du sionisme au départ, c'est de réaliser une révolution interne au peuple juif, une révolution marxiste, léniniste, communiste. Mais après, il y a eu l'envie d'avoir un État. Et cet État s'est transformé en instrument de puissance qui refusait le but, comment dire, l'idée première de cet État, c'est de refuser de s'intégrer dans le monde arabe qui l'entourait. C'est-à-dire de s'intégrer, ça veut dire d'envisager une solution des relations pacifiques et de prendre sa place dans un Moyen-Orient oriental. Voilà. Donc, dès le départ, les sionistes se sont vus comme un ancrage occidental en guerre contre le monde arabe. C'est dans leur philosophie même, dans leur nature, dans leur façon d'être. Vous savez, par exemple, une anecdote, quand les juifs yéménites et les juifs marocains sont arrivés en Israël dans les années 50, mais les sionistes étaient désespérés, ils s'arrachaient les cheveux. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on a fait venir? Mais on a fait venir des Arabes. Ils les ont humiliés, ils les ont maltraités parce que ils reflétaient une image qu'ils ne voulaient pas, qu'ils ne voulaient absolument pas. Et donc, le sionisme n'a pas changé, en fait. C'est-à-dire, il se veut, d'ailleurs, il suffit de regarder les Israéliens, ce sont des gens qui sont accrochés à l'Occident et qui ne veulent pas, et ils ont une détestation des Arabes absolument incroyable. D'ailleurs, moi, je ne comprends pas comment des intellectuels arabes, ça existe, peuvent imaginer avoir des relations pacifiques ou amicales ou intellectuelles avec des sionistes. Le sioniste, par définition, par nature, il a dans son ADN le mépris de l'arabe. Voilà. Et donc, c'est un instrument qui est ancré là, avec le soutien de l'Occident, pour détruire le monde arabe ou l'empêcher de s'émanciper ou l'obliger à avoir une politique conforme aux intérêts occidentaux. Maintenant, est-ce que l'Occident va continuer à dominer? Probablement pas, mais pour le moment, il a encore des cartes à jouer, et comme le monde arabe est désuni et faible, il a facilité jusqu'à présent en tout cas, jusqu'à présent, il a facilité la domination américano-sioniste ou occidentalo-sioniste.
C'est-à-dire que toutes les tentatives, il y a eu des velléités d'opposition arabe, mais malheureusement, elles ne sont pas allées très loin ou elles ont été liquidées dans le sang. Voilà. Et nous sommes toujours dans cette logique et il ne faut pas rêver, cette société israélienne telle qu'on la connaît, sionisée, tournée vers l'Occident, ne voudra jamais, en tout cas volontairement, à moins qu'il y ait une défaite militaire écrasante, et cette société, la partie occidentale, retournera en Occident et ne resteront que les Juifs d'origine des pays arabes qui pourront à ce moment-là accepter de vivre à l'oriental. Voilà. Très bien, Sofiane, est-ce que vous voulez rebondir? Une autre question peut-être? Alors, si vous m'offrez cette possibilité-là, je vais la saisir. Et justement, en fait, parce que vous avez dit un truc qui m'a interpellé, et c'était, oh mince, je suis impressionné par vous, j'en perds un peu, moi je suis désolé. Je voulais réagir sur une question toute simple, c'était, oui, enfin, ça nous éloigne un peu de la finalité tout de même. Enfin, c'est-à-dire, quel est le bout de tout ça? Quelle est la fin, en fait? Quel est c'est quoi enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, on aurait pu envisager Ah oui, ça y est, je me souviens de ma question. Pardon. Alors, je vais revenir sur ma question. Merci beaucoup. Et je veux pas être provocateur, mais la question que je me posais, c'était est-ce que le sionisme peut être affilié à un nazisme avec des teintes de judaïsme, c'est-à-dire avec cette dimension de un peuple, une terre, une histoire? Oui, ben, il a de ça. Hein. Et d'ailleurs, il se rapproche de plus en plus de ça. Vous savez, le numéro 2 de Tzahal, le numéro 2 de l'armée israélienne, a déclaré en 2019, au moment du vote, ou 2018, au moment du vote de la loi sur la nation du peuple juif, qui a établi le fait juif sur la terre d'Israël. Ça veut dire que tous les citoyens ne sont pas égaux. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Il a d'ailleurs fondé un parti politique d'extrême gauche. Mais il a 3 ou 4%. Il a dit que ce qui se passe en Israël à ce moment-là, c'est-à-dire 2018-2019, lui rappelait l'Allemagne du début des années 30. Bon, vous voyez le parallèle. Donc, effectivement, la société israélienne est en train de se nazifier, est en train de perdre sa qualité d'état de droit, de liberté de presse, qui ont existé à un niveau assez extraordinaire. Et donc, vraiment, elle est en train de se nazifier, effectivement. Et pour répondre à une question que vous n'avez pas posée, ou que vous avez failli poser, l'État sioniste existe par lui-même. Sa finalité est d'exister, voilà, et d'exister et d'exercer comme État, c'est-à-dire sa puissance, sa manière d'être, son influence, c'est ça ce qui le fait marcher. Voilà. Wally, on prend une dernière question, s'il vous plaît. Monsieur Cohen, je crois que je vais vous demander de faire un petit peu de rap. Il y a énormément de monde qui veut interagir. Ah oui, mais on va essayer d'être court, les amis. Monsieur Cohen est fatigué un petit peu, donc je vais donner la parole à chacun d'entre vous qui est là, mais essayez d'être concis, comme ça Monsieur Cohen pourra répondre à tout le monde. Je vais retourner. Je vais souffrir demain avec la voix. Allez, 10 minutes, pas plus. Diana, vas-y. Oui, bonjour, salam alaikum. Moi, je veux me poser une question. Là, on a le Conseil de sécurité de l'ONU qui est en session d'urgence à la demande de l'Iran et bien sûr soutenu par la Russie, l'Algérie et la Chine. Qu'est-ce que vous pensez qui peut en ressortir par rapport à ce qui est en train de se faire là autour de Israël et tout ce qui est en train de se passer? Rien du tout, parce que les États-Unis opposeront leur veto à toute résolution qui mettrait en difficulté les Israéliens. Voilà. Très bien, merci. Je vais donner la parole à quelqu'un qui est avec nous sur YouTube, Meta. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. J'aurais 3 questions si c'est possible, mais elles sont très succinctes. Bon. Alors, merci beaucoup.
La première, vous parlez tout à l'heure des motivations des États qui n'étaient pas forcément celles du peuple et qu'on ne savait pas trop. Voilà. Et je voulais savoir, d'après vous, les motivations de l'Iran dans son soutien à la Palestine. C'est quoi? Non, des fois, il y a une adéquation entre ce que désire le régime et le peuple. Des fois, il y a une adéquation. Et des fois, il n'y a pas cette adéquation. Par exemple, dans la plupart des régimes arabes, il n'y a pas d'adéquation concernant la Palestine et l'Amérique. Les peuples arabes sont anti-américains et anti-israéliens, alors que les régimes sont pro-américains ou pro-israéliens, de gré ou de force. Hein, c'est pas qu'ils le veuillent ou non. Donc, en Iran, il se trouve qu'il y a une adéquation. De temps en temps, il y a une adéquation. Par exemple, quand il y a eu le gouvernement de Morsi, il y a eu une adéquation. Quand il y a eu Kadhafi, il y a eu une adéquation entre le régime et son peuple. Voilà. Donc, il n'y a pas nécessairement toujours un fossé infranchissable. Alors, je ne sais pas. Je crois qu'elle en avait une autre. Alors, essayez d'être concise, s'il vous plaît. Je remonte. La deuxième, la Knesset a voté récemment qu'il n'y aurait pas d'État palestinien. Oui. Ce qui change tout par rapport à avant. Donc, ça date d'il y a, je ne sais pas, une semaine, 10 jours. Et par rapport à avant, donc, il y avait un statu quo. Aujourd'hui, il n'y a plus de statu quo. C'est-à-dire que c'est clair et net. Donc, par rapport à la réponse de l'Iran dont vous parliez tout à l'heure, vous disiez oui, il va probablement faire comme la fois d'avant. Mais je pense qu'auparavant, on n'était pas dans la même situation. Il y a peut-être un avant et un après avec cette loi qui a été votée à la Knesset. Donc, avant, on faisait le statu quo parce qu'il y avait espoir de 2 États. Par contre, là, je pense que c'est une fuite en avant parce que ça a été dit clairement et voté. Donc, je pense pas, a priori, que ça sera la même réponse, même amplifiée. Mais je pense pas que ça s'arrêtera possiblement là. Parce que ça implique beaucoup de monde, j'imagine, à partir de là. Non, je ne vois pas le rapport. Je suis désolé, je ne vois pas le rapport entre le fait qu'il n'y ait pas de solution politique à l'horizon et la réplique de l'Iran. Vous savez, il n'y a que les naïfs qui ont cru que la solution à 2 États pouvait arriver. Moi, ça fait 30 ans que je m'égosille à dire que c'est de l'arnaque. Voilà. Oui. Je ne suis pas le seul. Il y en a d'autres. Oui. Donc, que les gens aujourd'hui se réveillent et disent « Ah, le Knesset a voté ». Non, enfin, je veux dire, c'était couru d'avance. Oui. Mais il n'y a pas de rapport avec les représailles de l'Iran. Voilà. C'est juste officialisé, en fait. Pour moi, ça fait une grosse différence. Et ma troisième question… Oui, pardon. Oui, allez-y. Troisième question, oui. Ma troisième question, c'est juste, je voulais savoir si, dans votre connaissance, il y avait de la littérature sur des actions peut-être qui auraient été menées sur la légalité de l'implantation d'Israël en Palestine ou des remises en cause ou éventuellement des actions pour une réimplantation possible ailleurs, par exemple aux États-Unis. Non, à ma connaissance, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il serait illusoire de croire que, à mon avis, la majorité des Israéliens juifs, à part peut-être, il y a peut-être 5% ou 10% qui voudraient partir parce que la situation devient intenable, etc. Mais la grande majorité, en tout cas, je vous parle d'aujourd'hui, à mon avis, à ma connaissance, la majorité des Israéliens s'accrocheront à cette terre. Après, je ne sais pas ce qui va se passer dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Mais en tout cas, pour le moment, je ne les vois pas. Je ne vois pas de mouvement qui ébranlerait la présence juive en Israël. Voilà. Très bien. Landalou, vas-y, sois court, s'il te plaît. Oui, ouais, ça va être très court. Monsieur Cohen, est-ce qu'on peut faire un parallèle aujourd'hui entre la révolution algérienne et la lutte pour l'indépendance de la Palestine et espérer une issue à l'algérienne? Voilà. Non, pourquoi? Parce qu'en Algérie, il y avait un colon qui était minoritaire dans un pays qui avait une population 10 fois supérieure. Et non seulement ça, mais qu'il y avait pourquoi De Gaulle a accéléré l'indépendance d'Algérie? Ce n'est pas parce qu'il était indépendantiste.
au contraire, il aurait voulu garder l'Algérie. En 1945, il a montré son vrai visage de colonialiste. Seulement, il a compris que c'était fichu d'un point de vue diplomatique, rapport de force international. Donc, ces deux critères, c'est-à-dire, il n'y a pas, s'il y avait, par exemple, en Palestine, 1 million de Juifs colonisant 10 millions de Palestiniens, il aurait pu avoir une solution à l'algérienne. Mais ce n'est pas ça du tout. Aujourd'hui, il y a 3 fois ou 4 fois plus de Juifs que de Palestiniens. Et ils sont en position de force. Et donc, il ne peut pas y avoir, je ne vois pas de guérilla capable de renverser la situation. Voilà. Très bien, merci. C'est à toi. Merci. C'est qui lève la main? Vas-y, c'est à toi, mon ami. Oui, bonsoir. J'avais une question. Est-ce qu'une théocratie serait envisageable dans l'État sioniste s'il y a une évolution? Et Ah si oui, oui, comment? elle est de plus en plus, on va de plus en plus vers une théocratie. Ça, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que, même dans les faits, par exemple, aujourd'hui, dans la majorité des villes où il y a des minorités religieuses très importantes, comme je prends un exemple, Ashdod, qui était une ville où il n'y avait même pas 1% de religieux. Aujourd'hui, c'est une ville où il y a 30% au conseil municipal et qui introduisent des règles religieuses. C'est-à-dire, par exemple, interdiction de transport le samedi, le kasher, etc. Et donc, ça devient de plus en plus une théocratie. On va vers une plus grande théocratie, oui. Voilà, merci M. Cohen. C'était la dernière question. Moi, j'en avais une, du moins des Oui. intervenants. Moi, j'en avais une dernière concernant, bien sûr, c'est toujours pareil, c'est l'actualité. Ce qui s'est passé entre donc la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental par Macron et la réaction d'Alger derrière. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, s'il vous plaît, vite fait, pour conclure? D'accord. Alors, Macron, il avait une position, disons, raisonnable, équilibrée, qui sauvegardait quand même les intérêts avec l'Algérie. Il ne faut pas oublier quand même que le président Tebboune devait venir en France au mois de septembre ou octobre. Et donc, enfin, les rapports avec l'Algérie étaient fondamentaux pour la France. En tout cas, il y avait une importance capitale. Et là, il vient de faire un coup, mais d'une connerie monumentale. C'est-à-dire qu'il lui rapporte rien, sauf une soumission. À mon avis, il l'a fait pour se soumettre à l'axe américano-sioniste. Voilà. C'est-à-dire, c'est un événement qui ne lui rapporte qui va ne lui rapporter que des ennuis, parce que tous les accords avec l'Algérie vont tomber, etc. Et je ne vois pas vraiment. D'ailleurs, l'Union européenne a déclaré qu'elle garde sa position équilibrée, c'est-à-dire elle ne prend pas position. Et donc finalement, Macron, on le sait maintenant, c'est quelqu'un qui prend des décisions, c'est un adolescent qui prend des décisions sur un coup de tête. Voilà. C'est-à-dire que toutes ces années de diplomatie, combien de fois il a essayé de clarifier les choses, de mettre les choses à plat avec l'Algérie, etc. Tout ça va tomber à l'eau, des intérêts énormes vont tomber à l'eau, et tout ça pour une déclaration qui ne va rien avoir de concret sur le plan international. Voilà. C'est-à-dire, ce n'est pas ça qui va changer la donne. La solution sur le Sahara occidental sera une solution qui sera adoptée par l'ONU et par l'Union africaine. Et donc, ce n'est pas là la France qui va changer quoi que ce soit. C'est une connerie diplomatique incroyable qui vient d'être commise, parce qu'elle ne va rapporter à la France que des ennuis, que des emmerdes, que des désavantages diplomatiques, économiques, etc., énergétiques. Et c'est vraiment, enfin, c'est démentiel comment un président adolescent psychopathe peut faire des conneries pareilles. Voilà. Très bien, au moins ça a le mérite d'être clair et ce sera votre conclusion. Merci M. Cohen, à la semaine prochaine. C'est très clair, à la semaine prochaine. Allez, bonne soirée, ciao. Bonne soirée. Ciao. Salut.
Voilà, les amis, je vous remercie tous d'avoir participé, que ce soit sur Twitter ou sur TikTok, les partages, les tapotages. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à Altitude, que ce soit sur YouTube, Facebook, Twitter, partout. Merci, les amis. Je vous souhaite une excellente soirée. Et dernière chose, il y a le lien aussi. On participe pour aider notre sœur Nabila Kilani, une cagnotte qui a été mise en place en début d'année et qui sera clôturée à la fin de l'année. Tout ça pour aider Nabila, et j'espère qu'elle retrouvera ce travail humanitaire qu'elle faisait avec nos frères palestiniens. Donc, n'hésitez pas à participer. Un petit geste, ça ne coûte rien, les amis. Et si vous ne pouvez pas, partager autour de vous. Voilà, excellente soirée à vous. Et comme d'habitude, le petit clip de fin pour clôturer. Il est là. Il est là. Salam alaikum. Eh ma chérie, écoute ça. Franchement, je pense que là, il y a un potentiel à tube. C'est vrai qu'elle est bien l'instru. Faudrait juste que t'écrives un truc un peu plus consensuel. Et que pour une fois, tu fasses pas trop long. Bonne idée ma chérie, je vais essayer. Si le César de Polanski te choque, t'es antisémite. Et si tu sais ce que fait BlackRock, t'es antisémite. Tu critiques le pouvoir des banques, t'es antisémite. Tu penses que les médias nous mentent, t'es antisémite. Si t'es pas fan de BHL, antisémite. Tu boycottes Israël, antisémite. Si toi aussi tu comprends rien à ce que raconte Meyer Habib, si t'aimerais bien qu'on déploie des casques bleus en Palestine. Ici et antisémite. 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 Antisémite, carrément antisémite. Antisémite. Si t'es patriote en Europe, t'es antisémite. Si t'en as marre de leur guerre froide, t'es antisémite. Tu veux la justice pour Gaza, t'es antisémite. T'as des questions sur la Shoah, t'es antisémite. Tu sais qui gérait l'esclavage, t'es antisémite. Si quand tu vois Patrick Cohen, tu dis les chambres à gaz quand même dommage. Il n'est pas seulement antisémite, il est négationniste. Quenelle dans le fion du système, t'es antisémite. Et si t'espères qu'un jour on libérera Jérusalem, antisémite. T'es gilets jaunes, t'es antisémite. L'impunité de Jack Lang, le pédo t'étonne, t'es antisémite. 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 Jamais antisémite. Antisémite. Tu lis Gershom Scholem, t'es antisémite. T'aimes pas Woody Allen, t'es antisémite. Tu doubles Elie Wiesel, t'es antisémite. Tu parles de l'affaire Bruel, t'es antisémite. Si tu connais l'identité du dénommé Jean-Luc Brunel, Dieudo te fait marrer, t'es antisémite. Tu kiffes pas le marais, t'es antisémite. Tu vas à la mosquée, t'es antisémite. T'es catholique, t'es forcément antisémite. Tu lis Céline, t'es un antisémite. Si tu supportes plus Elisabeth Lévy et sa voix d'alcoolique, antisémite. Je vous ai juste demandé, quand on dit il n'y a pas trop assez de, mettons, noirs, arabes, asiatiques à la télévision, il faut me dire il y a trop de quoi. Eh moi je te le dirais bien de quoi il y a trop, mais c'est illégal alors je vais m'abstenir. Antisémite. Une allusion à Israël en mentionnant le 11 septembre. Si t'as le culot de penser que la France devrait pas être avant, dis qu'un juif est juif, t'es antisémite. T'es surpris de voir le président prosterné au dîner du CRIF. Tu traînes un sioniste, t'es antisémite. Si toi aussi tu trouves le Talmud légèrement raciste, ouvertement antisémite, Violemment antisémite. 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 Si tu parles de Rita Katz, t'es antisémite. Et si tu aimes les ananas, t'es antisémite. Si tu prononces Jeffrey Epstein, t'es antisémite. Tu te souviens de Lloyd Blankfein, t'es antisémite. Si tu dis que les Palestiniens sont aussi des humains, si tu penses que l'abbé Pierre était vraiment quelqu'un de bien, antisémite. 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 T'as de l'admiration pour le courage de Garaudy. 40 ans d'Atali, tu penses que ça suffit. Tu te demandes si le phosphore blanc c'est pas une arme chimique. T'aimerais parler du zyklon de façon scientifique. Si toi aussi la nausée te saisit en une milliseconde à la mention de l'armée qu'ils disent la plus morale du monde, tu parles des Rothschild, t'es antisémite. T'as pas trop le choix, c'est pas toi qui décides. Car si tu dis la vérité, ils crient déjà au génocide. Pourrais sans doute te défendre si un juif t'attaquait, et devenir leur esclave fait pas partie de tes projets, bah t'es un antisémite. Bienvenue au club. Et t'as vu ma chérie? Mission accomplie. C'est pas trop long. T'es con. Quoi? Qui a 3,40?